Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bon, d'abord bonjour, mais je m'appelle Emmanuel Rosencher, je suis, comme vous l'a dit Mathias, le directeur scientifique de la physique à l'ONERA et je suis professeur à l'École polytechnique. J'ai donc préparé cet exposé en collaboration avec Marc Lesturgy, qui est adjoint au directeur du département radar et électromagnétisme à l'ONERA, qui est aussi directeur d'un laboratoire commun entre Supélec, l'ONERA et l'Université de Singapour. Alors, je commencerai cet exposé par un aphorisme dû à Sir Winston Churchill qui vous dit que « The atomic bomb stopped the war, but the radar won it », ce qui vous expliquera que par moment, eh bien, je serai assez vague sur les spécificités de certains radars pour des raisons de confidentialité, mais il y a en fait il y aura peu de retenue d'informations. Alors, l'exposé s'organise de la façon suivante. Il y a une première partie qui est destinée à rappeler les grands principes du radar. Je pense que vous n'avez pas entendu beaucoup parler d'électromagnétisme jusqu'ici et de radar. Je me trouve vers Mathias, mais je pense que ça doit être vrai. Donc je vais faire quelques rappels des choses assez essentielles, mais nécessaires à cet exposé. Ensuite, je ferai un état de l'art sur des développements présents, très récents. Évidemment, je ne vais pas m'attarder ou rentrer dans le détail de tous les radars pouvant fonctionner à l'heure actuelle sur Terre. J'ai calculé qu'en gros, le radar occupait quelques dizaines de milliers de personnes depuis 50 ans, et donc arriver en une heure à vous exposer tout ce qui avait été fait dans ce domaine-là relevait de l'impossible, et donc j'allais sortir quelques développements un peu marquants et porteurs d'avenir. Et dans un troisième temps, eh bien, je n'aurai probablement pas tout le temps d'exposer tout cela, mais je vous donnerai quelques grandes directions actuelles de recherche dans le domaine du radar. Alors, d'abord, en 2 secondes, le radar expliqué aux enfants pour savoir de quoi on parle. Un radar, vous le savez tous, c'est un émetteur qui émet des ondes électromagnétiques. On va revenir sur ce qu'est une onde électromagnétique dans quelques secondes. L'onde électromagnétique est diffusée par une cible qui donc reçoit et réémet une partie de l'énergie de cette onde, qui est ensuite détectée par ou bien la même antenne, et dans ce cas-là on parle de radar monostatique, ou par une autre antenne, et dans ce cas-là on parle de radar multistatique ou bistatique. Vous connaissez le principe du mot radar, c'est radio detection and ranging, c'est-à-dire on détecte et on donne la distance, on donne la position. Grâce à quoi ? Grâce au fait que l'onde met un certain temps pour aller et venir de l'émetteur jusqu'à la cible. J'utiliserai souvent le mot de cible, c'est le terme consacré dans le domaine du radar. Et ce temps, clairement, c'est 2 fois le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour entre l'émetteur et la cible. Quelle est la règle du jeu du radar ? La règle du jeu du radar se résume en un seul point, en un mot, c'est le rapport signal sur bruit. Je vous expliquerai rapidement pourquoi les signaux sont extrêmement faibles. Et donc, toute la règle du jeu est de sortir, de détecter dans un nuage et un brouillard de bruit, eh bien, un élément, une cible, et de la sortir de ce bruit. Alors, il y a quelque chose qui va beaucoup nous aider. Encore une fois, ces 2 planches, c'est vraiment le radar expliqué aux enfants. Vous en faites pas, on va rentrer dans le gras du sujet dans quelques secondes. Il y a quelque chose qui va nous aider terriblement, c'est l'effet Doppler. Vous connaissez tous l'effet Doppler, c'est une source de bruit, une ambulance qui vient vers vous, le son est aigu, elle passe, le son est grave. Vous savez que effectivement, l'onde réémise par un objet en mouvement est décalée en fréquence, et ce décalage en fréquence, c'est l'effet Doppler. Alors, en quoi cet effet Doppler est tout à fait fondamental pour les radars ? Eh bien, ça vient du fait que, comme je viens de vous le dire, le bruit détecté par un radar est absolument énorme. Une des principales raisons de ce bruit, c'est que le sol
réémet lui-même, diffuse lui-même l'onde électromagnétique, et bien ma foi, déterminer une toute petite voiture, un tout petit camion dans l'immense surface qui était couverte par l'onde électromagnétique est très très difficile. Et heureusement, si la cible bouge, eh bien, il va y avoir un décalage Doppler dû à son mouvement, et ce décalage Doppler va faire que si on analyse en fréquence le signal qui a été réémis par la cible, on va être capable de faire sortir ce signal du grand fouillis de la cible que constitue le sol. Donc ce décalage Doppler est tout à fait fondamental pour arriver à sortir ces signaux extrêmement faibles du bruit. Alors, tout cela pour montrer que vous verrez deux types de présentations dans cet exposé. Le premier type de représentation, c'est une représentation spatiale dans laquelle on va faire tourner par exemple un lobe, une sorte de phare électromagnétique qui va vous éclairer votre scène et qui va vous permettre de faire l'imagerie des cibles, comme par exemple ces nuages au-dessus de l'Europe, en fonction de X et de Y, de façon spatiale. Une autre représentation plus courante notamment dans le domaine de la défense, c'est une représentation dans laquelle on représente la distance en fonction du Doppler, ou le Doppler en fonction de la distance, qu'on appelle une représentation temps-fréquence. Et vous voyez bien le rôle joué par le Doppler. Vous voyez ici à Doppler nul, c'est-à-dire pour les cibles fixes, c'est-à-dire le sol, la gigantesque quantité d'énergie, plus c'est rouge, plus il y a d'énergie qui est rediffusée par le sol. Et vous voyez que grâce à cet effet Doppler, on a été capable de sortir cette cible de cette gigantesque quantité d'énergie qui a été rétrodiffusée et qu'on appelle le clutter ou le fouillis en français. Voilà, vous avez les règles du jeu, et on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun de ces aspects. Alors d'abord, la spécificité du radar, c'est que nous avons affaire à des ondes électromagnétiques. C'est très différent des ondes acoustiques, des ondes sismiques. Alors, j'en dis quelques mots pour savoir de quoi on parle. Juste rappeler rapidement, avec les mains, ce que c'est qu'une onde électromagnétique. Vous savez que si vous avez deux charges de signes opposés ou de même signe, eh bien, une charge génère une force agit à longue distance sur une autre charge, et cette force étant 1 sur r au carré, où r est la distance, et ceci est bien connu depuis Charles-Amédée de Coulomb, c'est l'interaction électrostatique. Dans le mot champ électromagnétique, il y a le mot champ. En physique, quand on utilise des mots, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Le mot champ, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, il vient d'un immense génie qui s'appelle Michael Faraday, qui a eu cette intuition géniale, qui n'avait pas besoin d'avoir une deuxième d'une particule sonde pour qu'il y ait existence d'une interaction. Faraday dit ce que fait cette source ici, cette charge, c'est de déformer l'espace, exactement comme une charrue déforme et imprime des lignes dans une prairie. Eh bien, la charge fait la même chose, c'est-à-dire que, indépendamment de toute charge ici, il y a un champ électrique qui est généré, qui imprime un champ de force, un champ électrique dans l'espace. C'est le concept de champ qui a été génial et qui a été donc, encore une fois, dû à Michael Faraday. À partir de là vient le dernier ingrédient pour le champ électromagnétique. Si vous imaginez que cette charge se meut à gauche, eh bien, la vision de Coulomb vous dit que l'autre charge ici va aussi se mettre, par influence électrique, va aussi se mettre à bouger. Mais en fait, en reprenant l'idée de Faraday, Maxwell va montrer que ce qu'il se passe en fait, en tout cas une façon extrêmement puissante d'aborder le phénomène, c'est de se dire que cette charge qui vibre ici émet un champ électromagnétique, et ce champ électromagnétique influe à longue distance sur la deuxième charge. C'est ça le champ électromagnétique. Donc des deux notions, champ d'une part et électromagnétique de l'autre. Alors, bien évidemment, il y a eu deux compères qui se sont mis ensemble, quoi qu'il se soit, je crois, jamais connus, que sont Maxwell et Lorentz, qui vont transformer cette vision en quatre célèbres équations, qu'on appelle les quatre équations de Maxwell-Lorentz.
Équation que finalement qu'on connaît tous, hein, qui est donc l'équation de Poisson, qui est une équation de l'électrostatique, une équation qui vous dit qu'il n'y a pas de monopôle magnétique, une équation de Lenz que vous connaissez aussi, qui vous dit que la variation du flux dans une boucle génère un champ électromoteur, et puis une dernière équation dite de Faraday-Ampère, dans laquelle un courant électrique, J de T, ce terme ici qui définit un courant circulant dans une antenne ou dans une cible, eh bien, va générer un champ magnétique. Sauf qu'il manque un terme, le terme que l'on doit à Maxwell, qui est ce terme-là, qui est le terme de déplacement. C'est ce terme-là qui couple définitivement, qui termine de coupler le champ électrique et magnétique et qui donc permet d'avoir cette vision de champ électrique et magnétique couplés, se déplaçant dans l'espace. Donc encore une fois, ce terme, c'est le terme générateur du champ électromagnétique, et ce terme-là, c'est le courant de déplacement qui termine de coupler les champs magnétiques et électriques. Lorsque on travaille sur ces équations, on arrive finalement à une équation que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, qui est l'équation d'évolution du champ électrique, c'est le même pour le champ magnétique, qui vous dit que le champ électrique, le champ magnétique, le champ électromagnétique se déplacent dans le vide avec une vitesse qui est celle de la lumière. C'est-à-dire que Maxwell terminera de montrer que l'électricité, le magnétisme et la lumière sont le même phénomène physique. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, encore une fois, un champ électromagnétique, c'est donc un champ électrique couplé à un champ magnétique qui sont orthogonaux entre eux, qui se déplacent à la vitesse de 300 000 km/s. C'est lui qui décrit comment une charge vibrante agit à longue distance sur une autre charge vibrante. Avec un point fondamental sur lequel on reviendra à la fin de cet exposé, qui est que le champ électrique, le vecteur qui décrit dans quelle direction vibre le champ électrique, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Et je donne ici l'exemple d'une polarisation horizontale pour le champ électrique et verticale pour le champ magnétique. Alors, pour décrire l'évolution, la propagation de ce champ électromagnétique, ce qu'on utilise très souvent, on en utilise d'autres, mais c'est souvent des ondes planes. Pourquoi je l'introduis ? Ça permet d'introduire des concepts qu'on verra très souvent. Le concept de fréquence de vibration de la source, en seconde moins 1 ou en hertz. Le concept de pulsation, qui est 2πf, qui est donné dans cette expression. Évidemment, la longueur d'onde de l'onde, en mètres, et puis le nombre d'ondes en K qui vaut donc 2π sur lambda, avec la formule primale, fondamentale, qui couple la longueur d'onde et la fréquence, qui est ce qu'on appelle une relation de dispersion. Une relation de dispersion, c'est cette formule qui vous couple la fréquence du champ électromagnétique et la longueur d'onde de ce champ. Avec C, je vous rappelle, qui vaut toujours 300 000 km/s. Alors ça nous permet donc de coupler la longueur d'onde et la fréquence d'une onde électromagnétique. Comme je viens de vous le dire, ce que prouve Maxwell, c'est que de longueur d'onde du kilomètre jusqu'à des longueurs d'onde inférieures à l'angstrom, c'est-à-dire des rayons X jusqu'aux radiofréquences, c'est le même phénomène physique qui est en jeu. Alors évidemment, comme je viens de vous le dire, les longueurs d'onde sont très différentes. Typiquement, ce dont je vais parler aujourd'hui, sauf vers la fin de mon exposé, ce sont des ondes qui vont typiquement entre le méga, on va dire entre quelques kilohertz et puis quelques dizaines de gigahertz. C'est ici, entre quelques mégahertz et quelques dizaines de gigahertz, avec des longueurs d'onde, que je viens de dire, qui vont du kilomètre jusqu'à quelques centimètres. Alors, un point qui est important, sur lequel je n'aurai hélas pas le temps de venir, mais qui est quand même très intéressant, c'est l'énergie du photon qui est associée, parce que derrière tout ça, il y a un photon. Alors, dans le visible, vous le savez, l'énergie du photon, c'est un électron-volt. Dans tout ce dont je vais parler, sauf à la fin de mon exposé, les énergies des photons liées au champ électromagnétique sont plutôt entre le nano-électron-volt et le micro-électron-volt. Et donc, l'aspect quantique du champ électromagnétique va être secondaire, sauf dans cette zone très importante maintenant, qui est la zone entre les micro-ondes et l'infrarouge, qu'on appelle le térahertz.
Bon, alors, quel est l'intérêt des ondes de l'onde électromagnétique? Alors, bien souvent, alors que je viens de vous dire que l'optique et la lumière est une onde électromagnétique, bien souvent, je réserverai le mot électromagnétique pour les ondes, on va dire, qui sont typiquement supérieures, la fréquence est inférieure au térahertz, c'est-à-dire entre 10 mètres et quelques millimètres. C'est sous ce terme-là que je désignerai électromagnétique. Alors, ce que représente ce schéma, c'est l'atténuation d'une onde électromagnétique en fonction ou bien de sa fréquence ou bien de sa longueur d'onde dans l'atmosphère, en atmosphère sèche. Alors vous voyez qu'on comprend bien le très grand intérêt des ondes électromagnétiques, c'est que l'atmosphère est totalement transparente, et d'une très grande transparence dans le domaine des radiofréquences, dans le domaine de l'électromagnétisme. Elle présente aussi des bons domaines de transparence, beaucoup moins marqués dans le domaine du visible. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la nature nous a permis de détecter dans cette gamme de longueurs d'onde pour survivre. Mais il y a aussi des domaines de transparence du côté de 3 microns et de 10 microns. Et vous voyez dans cette zone dont on parlera tout à l'heure, qui est une zone alors avec des absorptions terribles, on est à 100 dB, 1000 dB par kilomètre. Je vous rappelle que 100 dB, c'est un facteur 10 puissance 10. C'est-à-dire que c'est 10 puissance 10, il ne reste plus grand-chose d'absorption. Eh bien, c'est le domaine des térahertz, dont on voit bien, ou des ondes submillimétriques, que leur transmission dans l'atmosphère est très problématique. Donc, l'intérêt, on le voit bien, des radars ou des ondes électromagnétiques est bien résumé par cette figure qui vous montre bien que l'atmosphère est bien transparente. Bon, ça c'est juste pour vous dire, de temps en temps, j'espère que je ne parlerai pas trop en acronyme, mais la coutume veut que l'on désigne les gammes de fréquences de longueur d'onde. C'est une coutume bien établie, avec les ondes P, L, S, C, X, KU, K et K étant les bandes de télécom actuelles. Et je vais donc surtout parler d'ondes qui ont des fréquences qui vont du gigahertz, quelques centaines de mégahertz, jusqu'à quelques dizaines de gigahertz. Gigahertz. Voilà. Et puis, des longueurs d'onde, c'est important, qui vont du mètre jusqu'au centimètre. Il faut avoir ça en tête à peu près pour les applications que je vais développer tout à l'heure. Alors, ceci vous montre que les conditions climatiques jouent quand même de façon importante. Ce qui est représenté ici, c'est l'atténuation due à la pluie en dB par kilomètre en fonction de la fréquence. Et vous voyez que l'intérêt qu'on a à travailler avec des basses fréquences, puisque ce que vous voyez ici, c'est la pluviosité en millimètres par heure, plus la pluie est importante, plus les précipitations sont importantes, et bien plus les fréquences importantes sont absorbées. Par exemple, le 10 GHz, ici, vous êtes déjà à 10 dB par kilomètre, donc un facteur 10 à 10 GHz, et donc l'intérêt d'être à basse fréquence pour avoir une grande pénétration et une grande portée. Alors, comme je viens de vous le dire, les ondes électromagnétiques et l'optique, c'est la même chose, c'est strictement la même chose. Donc, toutes les règles de l'optique s'appliquent, la réfraction, la réflexion à l'interface entre deux diélectriques, avec les règles de Fresnel s'appliquent, les réflexions sur des métaux qui conservent la polarisation. Alors, point important, de même que pour l'optique, la diffusion par des particules, par des surfaces rugueuses, elle change la polarisation. Donc, en regardant comment une cible va dépolariser l'onde électromagnétique qui est incidente, eh bien, on aura une idée sur son degré, ou bien de spécularité, ou bien de spécularité ou de granularité, ce qui va jouer un rôle important pour la reconnaissance de cibles ou pour des applications en géophysique, par exemple. Point important sur lequel je reviendrai aussi beaucoup, c'est donc toujours l'approche ondulatoire de l'optique vous donne un résultat qui est très important. C'est que si vous avez une source, qu'elle soit électromagnétique ou optique, qui a un diamètre, on va prendre une antenne, ça peut être une antenne, mais ça peut être aussi ce laser. Ce laser, c'est une antenne, mais dans le domaine de l'optique. Eh bien, si cette antenne a une taille totale de 2W0, W vient du mot anglais waist, qui veut dire la taille. Donc ceci, c'est le rayon de ce faisceau laser, ou le rayon de cette antenne. Si elle est de W0, eh bien l'onde qui est émise par cette antenne va diverger, et l'angle de divergence, en gros, à des facteurs pi près, ça va être la longueur d'onde sur la taille.
C'est-à-dire que plus la taille de l'antenne va être petite, plus W0 va être petit, et bien plus l'onde va diverger. C'est un phénomène, ce qu'on appelle la diffraction, qui est bien connu et qui joue un rôle fondamental dans la théorie des radars. Alors, je ne sais plus pourquoi c'est là, je pensais que j'avais un J. Oui, bon, c'est pas grave. Donc je vous avais dit tout à l'heure que dans les champs électromagnétiques étaient générés par des courants, J de R et T, c'est un courant réel, à la surface de l'antenne ou de l'objet qui réfléchit l'onde électromagnétique et en fonction du temps. Alors ça aussi, c'est une grande différence entre l'aspect électromagnétique, on va dire radar, et l'aspect optique. C'est qu'en optique, ce terme-là, J de R et T, généralement est purement quantique, alors que là, il s'agit réellement de bons, braves courants en ampères par centimètre carré qui circulent dans votre système. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est un avion qui a été illuminé par un champ électromagnétique. Et ce que vous voyez, c'est le courant induit à la surface de l'avion en fonction de la position. On voit qu'il y a des endroits qui sont plus éclairés que d'autres, qui sont plus réceptifs au champ électromagnétique. Ce que je vais représenter ici maintenant, ça va être cette même représentation. Je vais vous présenter le courant qui va être généré sur un avion qui a été éclairé par un radar qui a son axe d'éclairement de ce point de vue-là. Ce que je vais regarder, c'est le courant qui est généré sur l'avion et qui réémet dans la même direction. Alors, vous allez vite comprendre l'intérêt de cette représentation. À gauche, vous avez un avion en gros normal, dans lequel on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour limiter au maximum le courant induit par le champ électromagnétique sur la structure. Donc vous voyez des régions dans lesquelles l'écho va être extrêmement fort, le courant induit est très important et donc l'écho va être extrêmement fort. Et à droite, ce que vous voyez évidemment, c'est un avion furtif qui a été travaillé pour que ce qu'on appelle sa surface équivalente radar, donc sa réceptivité au champ électromagnétique soit la plus faible possible. Alors, évidemment, quand on va prendre un avion quelconque, si je représente la quantité d'énergie qui est réémise par cet avion en fonction de l'angle dans lequel on a éclairé, vous voyez que vous avez des structures extrêmement complexes dues à des interférences et que, en utilisant cette structure très complexe, qui n'est pas du bruit, on peut avoir des informations très précises sur l'origine du porteur. Alors, on ne peut pas présenter le radar sans présenter la célèbre équation, dite l'équation du radar, qui est une équation d'une bêtise et d'une simplicité remarquable malgré son apparence rébarbative. Elle est absolument triviale. Vous avez ici un radar qui émet une puissance P de T pour transmetteur, qui va éclairer la cible, et vous regardez la quantité d'énergie que la cible va réémettre vers le même radar ou vers un radar différent. Alors, l'équation, encore une fois, qui a l'air complexe, est totalement triviale. Vous allez retrouver des 1 sur R2 parce que l'énergie décroît en 1 sur R2 à cause de la conservation de l'énergie dans tout l'angle solide. Donc, il va y avoir un R au carré ici, il va y avoir un R au carré ici. Donc, si vous donne ces deux termes-là, le 4 pi au cube venant de la forme de l'émission. Vous allez avoir la section efficace dont je viens de parler, la capacité qu'a la cible à réémettre l'onde électromagnétique. Sigma sera très très faible, par exemple, sur un avion furtif. La longueur d'onde lambda et le gain. Alors, que signifie le gain ? Le gain, ça signifie qu'on a le droit d'être intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu d'émettre dans tout l'espace, et donc perdre toute l'énergie qui est émise dans tout l'espace, on va utiliser des structures qui focalisent la lumière, l'onde électromagnétique, exactement une sorte de lentille, sauf que cette fois c'est une lentille métallique, ce qu'on appelle le radome typiquement, et qui va concentrer l'onde électromagnétique dans un angle solide relativement faible. Plus cet angle solide est faible, plus ce qu'on appelle le gain d'antenne est important. Donc ça, c'est cette équation alors, quel est l'enseignement là-dedans ? L'enseignement, c'est que vous avez intérêt à faire des cibles avec des sections efficaces les plus faibles possibles, mais surtout, et de loin, le plus important, c'est cette décroissance en 1 sur R4. En 1 sur R4, il y a un R au carré à l'aller et un R au carré autour. Et j'ai représenté comment ça pouvait décroître en fonction de la portée. Vous voyez que ça s'écroule, et donc effectivement, la portée des radars est un phénomène, est une donnée majeure qui est très difficile à optimiser parce que 1 sur R4, ça coûte très très cher en énergie.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette équation, juste pour vous dire que je vous avais dit au début de ce cours que une grosse partie du radariste, de son travail, ça va être d'optimiser un rapport signal sur bruit. C'est ce qui est représenté par cette équation, c'est-à-dire que le signal que vous allez détecter, vous allez devoir l'extraire du bruit, ce bruit étant avant tout dû à la thermique, KT, 25 millivolts, 25 millivolts à l'ambiante, dans chaque gamme spectrale, delta F, et que, ma foi, vous avez intérêt à avoir un système de détection qui va avoir un bruit le plus faible possible. Ça, c'est tout un métier dans lequel je ne rentrerai pas, mais sur lequel des milliers de personnes travaillent. Technologie des radars, je vais passer très vite, juste pour, là aussi, parce que j'étais obligé de faire des choix, juste pour vous dire que ça me fait souffrir de ne pas avoir le temps de vous en parler. C'est probablement, le radar, comme j'ai dit, est un des moteurs les plus forts de la technologie du XXe siècle. Ceci est une petite galerie de portraits, mais j'en ai éliminé d'autres, de gens qui ont eu le prix Nobel ou qui ont failli l'avoir, ou qui auraient dû l'avoir, et qui ont été des artisans fondamentaux dans le laser. Vous reconnaissez Isidore Rabi, Louis Alvarez, Norman Ramsey, Robert Dicke, et qui ont été à l'origine de ce qu'on appelait le Radiation Lab, William Shockley, qui a inventé tous les composants actifs du radar, Marquis Oliphant, qui a découvert le magnétron. Enfin, c'est le nombre de personnes qui ont été impliquées dans la technologie du radar, aussi bien au niveau de l'émission que de la réception, me conduira à une galerie de portraits d'une bonne vingtaine de personnes. Voilà, j'ai choisi ceux-là parce qu'ils avaient une gueule sympathique. Alors, autre domaine dans lequel je ne vais pas avoir beaucoup de temps, et puis encore une fois, il y avait des choix, le domaine des antennes. Vous imaginez bien l'importance qu'a la technologie des antennes pour, encore une fois, envoyer l'énergie dans la bonne direction. Ce que j'ai représenté ici, c'était le champ électromagnétique émis par un dipôle vibrant. On voit que rien qu'un dipôle vibrant a déjà une relativement bonne directivité. Évidemment, comme vous le savez, le dipôle vibrant, l'énergie qui est émise par le dipôle dépend de façon très importante en lambda 4 de la longueur d'onde. Donc, les antennes sont adaptées à des fréquences et c'est tout un business, tout un travail qui, encore une fois, là aussi, occupe des milliers de personnes à optimiser les antennes pour avoir les gains d'antennes les plus importants. Voilà. En revanche, je vais passer quelque temps sur une des percées majeures dans la physique des antennes, qui est celui des antennes à réseau phasé, puisque c'est probablement là qu'a eu lieu et qu'auront lieu les percées et les avancées technologiques les plus importantes. Alors, quelques mots sur l'antenne à réseau phasé. Comme son nom l'indique, une antenne à réseau, c'est une antenne qui est constituée d'un réseau d'antennes. Chaque petit dessin ici est une antenne. Chaque antenne émet une onde électromagnétique. Elles sont en relation de phase les unes avec les autres. Elles peuvent ne pas avoir la même phase, mais elles sont en relation de phase. Leur phase n'est pas aléatoire les unes avec les autres, sinon vous perdriez tout l'effet du réseau phasé. Et puis, elles sont obtenues par translation, l'une par rapport à l'autre, d'un vecteur que j'appelle le vecteur delta, et je regarde quelle est l'énergie qui est émise dans la direction U. Alors, comme certainement vous êtes, la plupart devez le savoir, il est assez facile de montrer que l'énergie va être envoyée de façon préférentielle dans une direction de l'espace. C'est l'une des grands avantages. Disons que l'énergie par interférence destructive va être nulle dans ces directions-là, et par interférence constructive va être non nulle seulement dans une direction très précise de l'espace. Alors c'est représenté par cette équation. Regardez bien cette équation, on la reverra. On voit donc, ce que je dis, c'est que le champ électromagnétique qui va être détecté dans cette direction de vecteur U, eh bien, ça va être la somme des contributions de chacune des antennes, avec ici un coefficient AN qui vous dit quel est le champ, l'énergie émise par chaque antenne. On va supposer que c'est la même, mais le terme le plus important, c'est le terme de phase, encore une fois, le terme de relation de phase. Vous avez d'une part ce terme-là qui vous dit que ce point ici ne voit pas, il n'y a pas le même chemin optique pour un point qui est ici
entre cette antenne ici et cette antenne-là. En fait, il y a une translation entre ces deux antennes, et ceci vous donne le E puissance I nk delta U et le produit scalaire entre delta et U. Je ne sais pas. Ça commence. Je vais peut-être avoir besoin d'un... Non, ça va, c'est bon, c'est revenu, ça va bien tenir. Le phi-n donc décrit la relation de phase qui est à votre disposition, vous-même, ça c'est donc la géométrie, hein, et phi-n c'est la relation de phase que vous imposez entre vos antennes, comme vous le voulez. Alors, il y a deux termes là-dedans. Il y a le terme qui est dû à cette somme de puissance I nk delta U, c'est ça qui est à l'origine de la directivité. Si phi-n égale 0, bien, il est assez facile de montrer que toute l'énergie est envoyée dans cette direction-là. Il y a interférence constructive dans cette direction-là et interférence destructive dans toutes les autres. Donc l'énergie est bien envoyée dans une direction privilégiée de l'espace. C'est un des points fondamentaux des antennes. Le terme phi-n maintenant, le terme phi-n, il est à votre guise, c'est de l'électronique. Vous-même, vous pouvez définir que va être phi-n. Et bien, par exemple, si pour phi-n, vous dites que c'est moins nk delta U0, U0 est une direction privilégiée de l'espace où vous voulez envoyer de l'énergie, eh bien, toute l'énergie, c'est facile de voir que ce terme-là sera non nul seulement dans la direction U égale U0. Donc toute l'énergie, non seulement toute l'énergie est envoyée dans une direction très précise, mais en plus, vous êtes vous-même capable de décider quelle va être cette direction. Il suffit de bien contrôler le déphasage entre chacune des antennes, et ça encore, c'est de l'électronique, c'est ce que j'ai représenté ici. Vous pouvez scanner, pointer votre faisceau dans n'importe quelle direction de l'espace. Bon, alors ça, c'était juste pour vous montrer un aspect, on en verra d'autres. Hein. Ça, les antennes phasées se reconnaissent parce qu'elles ont cette structure périodique qui va permettre de faire balayer le faisceau dans toutes les directions de l'espace. Je terminerai sur les sources de radiation électromagnétique. C'est un élément clé, là aussi, hein, du radar, où il y a eu des progrès absolument considérables. Les progrès continuent. Deux types de sources. Les tubes électroniques, ce sont des petits accélérateurs de particules. Hein, ce sont des objets qui accélèrent des électrons dans un champ électromagnétique, et vous avez un couplage entre ce qu'on appelle le bunching des électrons et le champ électromagnétique qui vous amplifie le champ électromagnétique et vous permettent d'avoir des puissances extrêmement importantes. Voilà un exemple de tube à ondes progressives qui est typiquement ce genre d'accélérateur. C'est typiquement ce qu'il y a, par exemple, sur les satellites de télécommunications. Et vous avez ce qui commence à arriver un petit peu partout dans les radars, la version état solide qui utilise des transistors. Voici un exemple de circuits, ce qu'on appelle des MMIC, des circuits utilisant des transistors, qui ont le même type de spécificité, mais évidemment pas en termes de puissance. Ce que je représente ici, c'est les puissances typiques émises par des composants radars. Donc ici, vous reconnaissez les tubes à ondes progressives, et puis ici, les transistors. Vous voyez, dans les tubes à ondes progressives, il n'est pas très difficile d'avoir 100 kW, 1 mégawatt. Hein, ça crache vraiment beaucoup de puissance, alors qu'avec des transistors, évidemment, qui font quelques microns, quelques dizaines de microns, les puissances sont beaucoup plus faibles, mais on est capable, là encore en phasant les transistors les uns avec les autres, de commencer à avoir des puissances relativement raisonnables. Autre domaine qui est en effervescence, qui continue toujours à être en effervescence, ce sont les matériaux avec lesquels sont faits ces transistors. Vous avez dû entendre parler de l'arsénium de gallium, dont on dit qu'il est et sera toujours le semi-conducteur du futur. Et les nouveaux arrivants, comme le nitrure de gallium et le carbure de silicium, qui vont changer là aussi la donne pour notamment les hautes fréquences. Alors, quelques secondes pour définir un synopsis de radar. Mais évidemment, je vais aller vite. Donc, le radar, ça va d'abord être et avant tout un oscillateur qui va vous générer votre onde électromagnétique, par exemple en 10 GHz, hein, dans le domaine de la bande X. Généralement, pour beaucoup d'applications, pour des raisons de stabilité, notamment de stabilité à très long terme, l'oscillateur se référencie de temps en temps à une horloge atomique. Cet oscillateur ensuite est envoyé à l'antenne qu'il émet après avoir été amplifié. Et vous voyez apparaître ici, alors j'ai
Je l'ai sacrifié, ce qu'on appelle un circulateur ou un duplexeur. Je l'ai sacrifié, et pourtant c'est un objet absolument extraordinaire, puisqu'il laisse passer l'onde qui est émise dans cette direction-là, et l'onde qui est réémise, il la fait circuler, au lieu de l'envoyer ici, il l'envoie dans cette autre branche, qui va être une branche de détection. Et quand je dis que c'est un objet hallucinant, c'est que c'est un objet qui sépare les deux voies avec 10-12 ordres de grandeur. Donc au point de vue technologique, ce sont des objets absolument hallucinants sur lesquels on continue à faire des progrès. Donc le signal qui est réémis par ce circulateur est envoyé dans ce circuit de détection. Vous voyez ici quelque chose de très important qui est l'oscillateur local qui va être mélangé avec l'onde réfléchie qui est à 10 GHz, on va faire par mélangeur, on va la faire baisser dans le domaine des mégahertz, dans le domaine de l'électronique usuelle, et à partir de là, ma foi, on va filtrer, on va extraire, on va utiliser tout l'arsenal de l'électronique à basse fréquence pour être capable de détecter, d'amplifier, d'isoler et d'identifier les cibles. Et évidemment, ce qu'on a reçu va rétroagir sur le système, notamment par l'intermédiaire de ce modulateur dont je vais expliquer le rôle dans quelques secondes. Alors, je n'en parlerai plus, mais un point important, c'est que les radars, puisque Mathias m'a demandé de savoir quels étaient l'avenir de tout cela, les oscillateurs locaux, tout ça, ça va disparaître, les radars seront totalement numériques. Ce sera des ordinateurs qui vous enverront, puisque maintenant les ordinateurs, vous avez vu voir, il y a écrit 3 GHz. 3 GHz. Donc c'est déjà des sources à hyperfréquence aux ordinateurs. On les pousse un peu, ils sont en bande X. Donc l'avenir, ce sera réellement des ordinateurs qui enverront des formes d'ondes qu'eux-mêmes calculeront en temps réel. Et c'est le genre de choses qu'on développe notamment à l'ONERA. Je crois que je dirai quelques mots tout à l'heure là-dessus. Alors les formes d'ondes jouent un rôle fondamental. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle du radar était d'envoyer une onde et puis de mesurer le temps nécessaire à l'onde pour revenir une fois qu'elle a impacté la cible. Alors, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme onde ? On peut envoyer donc il est important de pouvoir envoyer des ondes qui sont modulées dans le temps, que j'ai représentées sous la forme f de t. Et je suppose que la plupart d'entre vous savez que vous pouvez analyser cette variation temporelle de la fonction envoyée, qu'elle soit carrée, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Vous pouvez la décomposer en composantes sinusoïdales. Je donne un exemple ici. Ceci, c'est cette impulsion ici décomposée suivant toutes ces différentes sinusoïdes. Et les coefficients de cette décomposition, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier du signal. Et donc, en traçant le contenu spectral, le contenu spectral de l'impulsion, eh bien vous savez quel est ce qu'on appelle le spectre, quoique en fait, très exactement en physique, le spectre est la norme de cette transformée de Fourier au carré. Voilà, donc f de t est le contenu. Alors ceci, c'est le signal. F tilde de oméga, c'est le contenu spectral. Ils sont transformés de Fourier l'un de l'autre. Et Dieu sait que nous avons maintenant des algorithmes extrêmement puissants pour faire ces transformés de Fourier. Alors, il est maintenant important de décrire ce qu'on appelle la bande instantanée. C'est un terme qu'on utilise très couramment dans le domaine des radars. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est une impulsion gaussienne, très utilisée aussi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'onde à 10 GHz, et puis elle a été façonnée sous forme d'une impulsion qui va durer, par exemple, 1 microseconde. Eh bien, si je fais la transformée de Fourier de cette chose-là et que je prends son module, on obtient ce qu'on appelle le spectre. C'est ça qu'on appelle le spectre, le spectre de cette émission. Et ce que vous savez, c'est que le spectre va être centré sur la fréquence propre, sur la fréquence de la porteuse de l'onde, à oméga 0, par exemple 10 GHz, mais va être étalé en fréquence. Et cet étalement en fréquence, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Et la bande passante et la durée d'impulsion sont reliées par l'ultra-célèbre relation de Heisenberg, qui est que le produit de la bande passante par la durée d'impulsion est de l'ordre de 1. Pas exactement 1, mais c'est de l'ordre de 1. Alors, vous avez le droit d'être un tout petit peu plus astucieux et d'utiliser, on verra son utilité dans le transparent d'après, utiliser ce qu'on appelle une gaussienne chirpée. Alors, chirpée, ça vient du son fait par un oiseau qui est en train de chanter. C'est un gazouillis, le terme exact de chirpée, c'est gazouillis, mais il n'y a pas d'adjectif avec le terme gazouiller, ou alors une gaussienne gazouillante, dans lequel la fréquence de l'onde varie de façon linéaire en fonction du temps.
C'est ce que je représentais par cette courbe. Eh bien, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors j'ai fait une analogie optique, ça veut dire qu'au début de l'impulsion, l'onde est à haute fréquence, elle est bleue, en optique c'est bleu, et à la fin de l'impulsion, l'onde est rouge, elle est lente, et donc vous avez un contenu fréquentiel riche à l'intérieur de cette impulsion. Et ce qu'on peut montrer de façon simple, et on verra l'importance que ça a dans le transparent d'après, c'est que si on fait le spectre maintenant de cette gaussienne chirpée, eh bien, on va s'apercevoir que son contenu spectral, sa bande instantanée, est beaucoup plus grande que ce qui est donné par l'impulsion. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir B tau P de l'ordre de 1, vous allez avoir B de l'ordre de ce coefficient B qui est ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans votre impulsion, remplir ras la gueule le contenu spectral de l'impulsion. Ça, c'est vraiment la magie du chirp, ce qu'on appelle la première évolution du radar. Bon, alors à quoi ça sert? Et pourquoi c'est tellement utile? Je suppose que je dispose d'une impulsion chirpée et que je l'envoie sur un obstacle. Alors vous voyez bien que l'onde bleue, la partie bleue, arrive avant la partie rouge. Elle est réfléchie et la partie bleue, donc, va arriver au détecteur avant la partie rouge. Si maintenant vous mettez un filtre, c'est-à-dire quelque chose qui ne laisse passer que le vert, par exemple, eh bien, dans l'impulsion qui va être réémise, vous voyez bien que seule cette partie ici que vous ne voyez pas, parce que les deux couleurs sont identiques, va être détectée. Et donc, si vous mettez un top pendant cette impulsion, vous apercevez que la durée de l'impulsion va être beaucoup plus courte. La durée de l'écho filtré va être beaucoup plus courte que la durée totale de l'impulsion. De même, si vous ne regardez que le rouge, eh bien, là aussi, vous serez capable de détecter qu'une toute petite partie du contenu temporel de l'impulsion. Donc on voit bien qu'en utilisant une impulsion chirpée, ce que j'ai représenté ici, on va être capable d'avoir beaucoup plus de renseignements, d'avoir une précision dans les mesures bien supérieure à celle que vous impose la durée d'impulsion. Typiquement, au lieu d'avoir une longueur, une précision qui est bêtement la vitesse de la lumière que multiplie la durée de l'impulsion, c'est ça, en gros, un facteur 2 près, c'est si on fait un bon traitement du signal, mais en gros, on voit bien que si l'impulsion fait tau, la précision, ça sera c'est tau. Eh bien, si vous utilisez une impulsion chirpée avec ce système qui vous découpe temporellement, c'est un codage temps-fréquence, qui vous découpe temporellement des toutes petites tranches temporelles, eh bien, au lieu d'avoir C tau, vous allez avoir C sur B, et comme B, la bande passante, je viens de vous le montrer, vous pouvez la remplir quasiment de façon arbitraire, vous voyez que vous allez avoir une très grande précision emportée, c'est la première évolution du radar. Je donne un exemple précis parce qu'on le reverra tout à l'heure. Une impulsion de 10 microsecondes, ça vous fait une précision emportée de 1,5 km. Si vous voulez faire de l'imagerie avec un pixel de 1,5 km, ce n'est pas terrible. En revanche, si vous utilisez dans cette impulsion une bande passante de 15 MHz, faites le calcul, cette fois, votre delta R sera de 10 mètres. Et on verra que ça, c'est pour typiquement des radars spatiaux qui sont à plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, alors ça, je passe, l'ambiguïté, je suis bien obligé de faire des choix. Je passe ce point-là. Bon, il me reste combien de temps? Une bonne demi-heure. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, j'ai rappelé de façon très rapide et très sommaire les basics du radar. On va maintenant les mettre en application sur trois types de développement. Les radars à synthèse d'ouverture, qui est une découverte assez récente et qui sont vraiment extraordinaires, les radars transhorizons, je n'aurai pas le temps de faire les ondes de surface, et les radars passifs. Alors, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure sur le rapport qu'il y avait entre la résolution le gain d'antenne, la directivité de votre antenne et sa longueur. Alors, je ne change pas d'opinion là-dessus. Plus l'antenne a un waist, a une longueur importante, ici, la longueur ici est beaucoup plus importante qu'ici, eh bien, plus la diffraction, plus l'angle de divergence sera faible. Donc, ça veut dire que si je suis capable d'avoir une antenne qui fait 10 km de long, eh bien, je vais avoir des résolutions angulaires très importantes. Je vous rappelle le chiffre, l'équation magique, la divergence, c'est lambda sur grand L. Bon, alors, prenons un exemple précis. On veut un radar
qu'on va mettre, parce que nous on aime bien ça, on les aime bien les mettre sur orbite, on va le mettre sur une orbite à 800 km à peu près, et puis votre antenne, vous mettez dessus une antenne qui fait 10 mètres. Spatialiser une antenne de 10 mètres, ça coûte déjà cher. Donc on suppose qu'elle fasse une dizaine de mètres. Elle vous envoie des impulsions. Vous voulez savoir quelle précision vous allez avoir avec ce système. La précision, je vous le rappelle, ça va être la divergence, qui est donc lambda sur grand L. Grand L, c'est la longueur de votre antenne, et que multiplie la portée. Je prends 5 cm pour le radar, je suppose que c'est un radar à 5 cm. Je suppose que mon antenne fait 10 mètres. Encore une fois, spatialiser une antenne de 10 mètres, ça va vous coûter bonbon. Et puis une distance de 1000 km, c'est-à-dire de 10 puissance 6 mètres. Et on tombe sur, vous serez capable de faire des images avec une résolution de 5 km. Ça peut satisfaire beaucoup de personnes, mais ça ne nous satisfait pas. Donc il fallait être capable de trouver une astuce pour faire de l'imagerie à très haute résolution dans le domaine des radars, mais avec des antennes à taille humaine. Et alors là, la grande percée, ça a été, vous vous rappelez, les antennes à réseau phasé, donc ces antennes dans lesquelles on émettait de façon extrêmement directive dans une direction de l'espace en mettant en phase, en imposant des relations de phase entre les différents émetteurs. Là, l'idée est encore plus diabolique. L'idée est d'utiliser un porteur qui va se déplacer, ça peut être une voiture, ça peut être un avion, ça peut être un satellite. Il se déplace et vous connaissez parfaitement son déplacement. Vous êtes intéressé par un objet, une voiture ou ce que vous voulez, vous êtes intéressé par un objet qui est en P ici. Votre porteur émet un lobe qui est représenté par cette petite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est légèrement bleuté, et à mesure que le système, vous voyez là, oui, ça c'est bien vu, à mesure que le porteur, je le rejoue, je l'aime bien, à mesure que le porteur se déplace, eh bien le point P va être balayé par le lobe de l'émetteur. Alors, si maintenant vous échantillonnez le signal qui a été émis par le point P ici, en X1, en X2 et en Xn, et que vous faites la somme. Alors, je reviendrai après là-dessus. Si vous faites la somme, eh bien, regardez bien, la somme, ça va être somme des A de n. A de n, dans A de n, c'est une amplitude, ça vous décrit les phénomènes de portée donc de la distance Px1. Et puis, vous reconnaissez ici le E puissance I, Pxn, qui est le chemin optique, c'est le même que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure il allait dans cette direction-là, alors que maintenant il va dans cette direction-là. Et puis phi n, vous en êtes aussi maître, vous avez un ordinateur à bord, et vous imposez la phase que vous voulez, c'est du calcul. C'est du calcul. Si vous regardez cette expression, c'est exactement la même expression que le radar à antenne phasée tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par le calcul, vous allez dessiner une directivité, vous allez imposer une directivité dans des directions très spéciales de l'espace. Et cette fois, ce n'est pas physique, c'est uniquement le calcul. D'accord ? Alors, pour ça, il faut un point fondamental, il faut que le radar soit cohérent pendant tout le temps où le point P est illuminé. Alors c'est facile, ça veut dire que le point P, vous voyez, il est illuminé pendant un temps LS, où LS est la longueur sur laquelle vous voulez de cette antenne, donc c'est une antenne synthétique, vous la synthétisez, c'est le temps pendant lequel vous avez décidé que votre avion ou votre porteur va sommer le signal. Eh bien, pour que le point P donc, va être illuminé pendant le temps LS sur V, où V est la vitesse du porteur, eh bien, il faut que votre radar ait une cohérence fréquentielle qui est V sur LS. Il se trouve que les radars ont des cohérences hallucinantes. Le microhertz, je me tourne vers Marx et Sturgy, le microhertz, donc des cohérences très importantes, cohérences qu'on ne peut pas avoir, hélas, en optique. Et on essaye à l'heure actuelle d'importer ces techniques dans l'optique, et on a ce problème de cohérence que le radar, lui, résout naturellement. Donc, bien comprendre le génie de cette technique. Dans cette technique, c'est le calcul sur le porteur qui va synthétiser une antenne dans une direction très précise de l'espace. Alors, oui, donc ça, donc, on a toujours la même équation que votre précision dans votre image va toujours être θ, c'est-à-dire la longueur d'onde sur la longueur de l'antenne que multiplie grand R, où grand R est la distance. Mais vous voyez que vous pouvez intégrer, si votre système est à 1000 km, eh bien vous pouvez synthétiser une antenne de 1000 km. D'accord ?
Et dans ce cas-là, pour ça, il faut que la cohérence du radar suive. Hein. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une précision lamentable tout à l'heure de 5 km, vous êtes capable d'avoir au mieux une précision qui est de l'ordre de la longueur d'onde de la longueur d'onde du radar. C'est-à-dire à 1000 km, avoir une précision de quelques mètres, voire moins. Voilà. Donc c'est ça l'idée géniale du radar à synthèse d'ouverture. Alors je vais vous donner un certain nombre d'illustrations spectaculaires. Ceci est un travail qui a été réalisé en collaboration avec le CNES et l'ESA. Ce que vous voyez, c'est une image SAR du détroit de Gibraltar, donc en imagerie SAR. Hein, c'est un satellite qui était en orbite à 800 km. Ce que vous voyez ici, c'est la visualisation d'ondes de ce qu'on appelle des ondes internes. Hein, c'est dû à la différence de salinité entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Ça génère des ondes à l'intérieur de la mer qui sont visualisées par des très faibles variations de surface à la surface de la mer. Autre exemple d'application, je trouve très joli, toujours avec le même satellite, toujours à 800 km, c'est la détection de taches d'huile. Vous voyez ici, c'est facile à détecter parce que l'huile lisse la mer, donc la mer devient beaucoup moins diffusante, notamment elle dépolarise beaucoup moins, et en utilisant cela, on est capable de détecter des navires qui dégazent au sein de la Méditerranée. Alors, juste un point, je ne vais pas parler de speckle, juste pour vous dire qu'il y a quand même des difficultés derrière tout ça. Je vous ai dit, ce qu'il y a de génial avec le radar, c'est qu'il est extrêmement cohérent. Évidemment, ce qui est d'abominable avec le radar, c'est qu'il est extrêmement cohérent. C'est-à-dire que vous allez avoir des interférences destructives au sein même des pixels de visualisation, et il va falloir que vous soyez très malin pour lutter contre ce phénomène de tavelure, de speckle, d'interférence du faisceau avec lui-même, et maintenant on sait faire relativement bien cela, mais je passe parce que je vois que le temps court. Alors voilà typiquement un SAR. Je vous donne un exemple de SAR que nous avons développé récemment à l'ONERA. C'est SETI. Vous voyez, ça tient dans un pod. Il y a un SAR en bande L, un SAR en bande X, donc 10 gigas. Vous voyez, ça n'occupe pas tellement de place. Il y a une antenne P aussi. Alors voilà le genre de résultat. Alors voilà typiquement le genre de résultat que je ne peux pas trop commenter. Je ne donne que des chiffres supérieurs. Sinon, je vais en tôle. Donc ce que vous voyez ici, c'est une vision qui a été prise quelque part entre 5 et 10 km en bande X, donc du côté de 10 gigas. La résolution, c'est le stadium de Toulouse. La résolution est bien inférieure au mètre. Que vous dire d'autre que je pourrais passer quelques temps, mais on voit par exemple très bien à l'intérieur, à travers les vitres par exemple, ou à l'intérieur de certaines pièces, puisque les ondes pénètrent. Donc imaginez, on est à 10 km et on voit bien mieux que le mètre, avec en plus des possibilités de voir le mouvement, comme je vous montrerai tout à l'heure. Voilà le genre de choses que je suis autorisé à vous montrer. Alors, autre développement très, très sympathique, c'est... Alors déjà, le SAR, c'était une technique inverse, puisqu'on synthétisait une antenne par le calcul. On peut faire mieux, on peut synthétiser l'antenne par le déplacement lui-même de l'objet. Vous prenez un objet, comme par exemple un satellite, dont vous connaissez parfaitement le déplacement. D'accord ? Et vous envoyez une onde radar, et évidemment, là c'est pareil, vous avez bien les points x1, x2, xn, etc., xn que vous pouvez sommer, c'est toujours exactement la même physique. En sommant ce qui va être, et avec la bonne relation de phase, en sommant les échos de ce que vous recevez dû au déplacement de la cible, et bien là encore, vous allez synthétiser votre antenne, et avoir des antennes alors là, qui font des centaines et des centaines de kilomètres. Alors pour vous montrer que ça fait des centaines et des centaines de kilomètres, voici l'image de la station Mir qui a été prise quelques mois avant sa destruction. Et donc c'est une image qui est prise à 980 km, quelque chose comme ça, je me tourne vers Marc. Vous voyez, 980 km, et vous voyez, comme vous pouvez le voir, on voit des détails qui sont pas loin du mètre. Voici la station Mir, vue par un radar. Ça a été fait en collaboration entre l'ONERA et l'UFGAN. Vous voyez, on voit quand même bien les panneaux. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est à quasiment 1000 km et on voit quasiment le mètre.
Alors encore une fois, il n'y a pas de miracle, il y a eu synthèse d'ouverture, vous avez sommé les contributions sur des centaines et des centaines de kilomètres. Alors justement, j'aime bien ces flashy, ça. Justement, donc, ce que je vais vous montrer, c'est la prolongation de ce type de recherche. Nous avons donc développé à l'ONERA un radar, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, qui s'appelle le radar GRAVE, pour grand réseau adapté à la veille de l'espace. Ce sont deux radars c'est un radar bistatique. Il y en a un qui se situe, Marc, je me tourne vers toi, un à Dijon et l'autre à Apt, c'est ça. Donc il y a une certaine base. Le réseau émetteur, et donc il y a quatre antennes phasées qui sont donc là encore une fois pilotables. Ce sont des antennes phasées, donc on peut diriger les faisceaux dans n'importe quelle direction de l'espace. Alors ça, c'est donc du phasage actif. Et l'autre antenne, l'antenne réceptrice, vous voyez, elle est grande, il n'y a pas de voiture, mais enfin, ça fait... si vous voyez un bâtiment, ça vous donne la taille. Et une autre antenne qui, cette fois, synthétise l'antenne de réception. Donc avec ça, on est capable de couvrir des très grands domaines de l'espace. Alors, je vais vous montrer le genre de résultats qu'on obtient. Ce que je vais vous montrer, c'est la surveillance donc, alors, à quoi ça sert ? Ça sert évidemment à suivre les objets spatiaux, les satellites qui tournent au-dessus de notre tête entre 1000 et 2000 km. Vous voyez ici la périgée des différents satellites. Et je vais vous montrer le genre de résultats. J'ai vérifié que ça ne marchait pas, donc je vais prendre ça. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Voilà. Alors, ceci, encore une fois, est en temps réel. Ce que vous voyez, c'est que vous... en temps réel, excusez-moi, pas en temps réel. Enfin, je veux dire, c'est un suivi, c'est pas des vrais manips. C'est un suivi de différents objets célestes. Certains sont connus, comme Cosmos 1455, ils sont dans les tables. Ceux-là, on les aime bien. En revanche, il y en a qu'on déteste, les not found. Non, excusez-moi, il est passé, les inconnus. Enfin, on voit apparaître de temps en temps des objets qui ne sont pas dans les catalogues. Eh bien, vous imaginez bien qu'on n'aime pas ça du tout, parce que c'est des objets qu'on n'aime pas. Voilà. Voilà. Et tout ce joli monde, quand même, circule entre 1000 et 2000 km au-dessus de nos têtes et sont détectés par ce système. Donc ça, c'est le génie des techniques de synthèse d'ouverture. Bon. Alors, autre domaine en pleine effervescence. D'ailleurs, je devrais vous dire, il me reste encore 10 minutes, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Autre domaine en effervescence, les radars transhorizons. Tout ça sont des choses qui sont très utilisées. Vous avez dû en entendre parler avec le livre blanc de la recherche, de la défense, excusez-moi. Alors, comme je viens de vous le montrer, le radar peut porter à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il y a un problème, c'est qu'il y a le problème de l'horizon. Alors que si vous voyez à plusieurs centaines de kilomètres, mais comme la Terre est ronde, ça ne vous servira à rien parce que les objets seront en dessous de votre ligne de vue. Donc l'idée est d'utiliser des phénomènes physiques. Alors il y en a deux. Il y a les phénomènes dits de placement, d'ondes de surface, dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Une qui est aussi très utilisée, qui est celle de la réflexion ionosphérique. Alors, je vais donner l'explication. Vous savez que l'atmosphère, la haute atmosphère est sous le flux constant de l'action du Soleil. Ça a comme conséquence l'existence ce qu'on appelle une ionosphère, un plasma à haute altitude. Et comme vous le savez, les plasmas répondent au champ électromagnétique. En gros, si vous envoyez une onde électromagnétique sur un plasma, eh bien, si la fréquence est suffisamment basse, le plasma qui est fait d'électrons et d'ions va pouvoir se reconfigurer pour écranter l'onde électromagnétique. Et ceci est valable tant que la fréquence est inférieure à ce qu'on appelle la fréquence plasma, cette fréquence plasma dépendant avant tout de la densité d'électrons que vous avez dans votre plasma. Alors typiquement, pour les plasmas atmosphériques qui sont de l'ordre de 10-12 par mètre cube, on est du côté de quelques dizaines de mégahertz. Donc si vous envoyez sur l'ionosphère une onde qui a une fréquence qui est inférieure à une petite dizaine de mégahertz, eh bien l'onde va être piégée et va pouvoir rebondir sur l'ionosphère pour porter à 1000, 2000 ou 3000 km. Alors, il y a un radar qui a été développé à l'ONERA qui s'appelle Nostradamus.
Là aussi, je ne peux pas dire grand-chose, sauf qu'il est dans la classe mégawatts, il émet à peu près des mégawatts, il y a une centaine d'antennes, et là encore, je vais vous faire une démonstration de ce qu'il est capable de faire. Par exemple, de détecter la direction du vent et les hauteurs de vagues à un bon millier de kilomètres, ou alors je pense que ça va pouvoir marcher, ceci est un suivi, le suivi, si ça marche, ça ne marche jamais, non, attends, si, excusez-moi, donc ce que vous allez voir, c'est, si ça veut bien, voilà, si ça veut bien, ça ne veut plus, il a planté, je pense. Ah. Oh la vache. Non, c'est pas grave, je vais quitter. Tant pis. Vous ne le verrez pas. Peut-être je vais essayer une autre fois. Voilà. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est le suivi d'avions pris au-delà de l'horizon. Encore une fois, nous observons depuis Dijon. Et, non, excusez-moi, depuis Dreux pour celui-là. Et ce que vous voyez, c'est le suivi des avions au-delà de l'horizon. Et bien, vous imaginez le genre d'application que ça peut avoir. Et ça, encore une fois, ça utilise le phénomène de réflexion ionosphérique. Je vois que le temps passe. Autre application, c'est dans le domaine de la détection des séismes, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est un travail qui est fait en collaboration avec l'IPGP, avec Occidental, où on détecte cette fois des séismes, mais par les ondes par le couplage des ondes de Rayleigh de surface avec l'ionosphère. Je ne sais pas si ça marche. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'Union. Non, je ne demande pas. Si, voilà. Donc on voit ici la modélisation de la détection d'un séisme à Izmir observée par ces phénomènes d'ondes de Rayleigh en haute atmosphère, dans l'ionosphère, tels que déterminés par Nostradamus. Bon, oui, excusez-moi, non, vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, il me reste 5 minutes. Le radar passif, je vais passer, hélas. C'est en gros l'utilisation des radars d'opportunité, c'est-à-dire, des sources d'opportunité. Il n'y a pas que les radars comme source d'ondes électromagnétiques, il y a tous les télécoms, il y a tous les émetteurs de télévision, il y a tous les GPS, qui sont de magnifiques émetteurs d'ondes électromagnétiques. Eh bien, en utilisant les échos multiples, mais quand je dis en utilisant les échos multiples, c'est très compliqué, parce que vous avez effectivement des combinatoires extrêmement élevés entre tous ces émetteurs. Eh bien, on est capable de suivre. Par exemple, ça c'est un travail qui a été fait par Marc Lesturgi, où il a utilisé une émission d'opportunité à Kiev. Vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel. Ça marche loin. Il a utilisé une émission faite à Kiev pour détecter un avion par cette technique de détection passive. Donc passif, parce qu'on n'émet pas, on utilise ce qui est émis naturellement par les sources télécom ou télévision. Alors, les développements récents et futurs. 4 minutes, c'est ça ? Je serai dans les temps. Je vous l'ai dit, les ondes électromagnétiques ont des longueurs d'onde très importantes, peuvent avoir des longueurs d'onde très importantes, on parle du mètre, et vous savez qu'une onde pénètre les objets opaques, pas métalliques, mais opaques, typiquement sur une distance qui est égale à leur longueur d'onde, à peu de choses près, ce qu'on appelle l'onde évanescente. Alors ça veut dire que si vous avez une onde radar qui fait 1 mètre, en gros, elle va pénétrer d'1 mètre, elle va être atténuée sur 1 mètre dans votre cible. Alors, par exemple, ça peut être utilisé pour regarder à travers la canopée, à travers un feuillage. Regarder un objet métallique qui est caché à l'intérieur d'un feuillage. Les bandes L ou les bandes UHF, dans les centaines de kilohertz ou de mégahertz, excusez-moi, pénètrent à l'intérieur des feuillages à cause de leur grande longueur d'onde. Vous pouvez aussi utiliser, comme je vous l'ai dit, la dépolarisation.
La dépolarisation va vous dire si vous avez affaire à une réflexion spéculaire ou au contraire à une diffusion sur des cibles diffusantes. Et dans ce cas-là, vous avez affaire à des feuillages, alors que dans l'autre cas, vous avez affaire à des troncs. Et en utilisant de façon très pointilleuse, très précise, le contenu en polarisation, en interférométrie d'un signal radar, eh bien, vous allez être capable, par exemple, de mesurer les hauteurs d'arbres à des centaines de kilomètres, ainsi de faire des bilans de biomasse. Et ce sont des choses que l'on développe, notamment avec l'ESA. Autre type d'application, mais c'est la même philosophie. Hein. Je vous ai dit que vous pouvez pénétrer à l'intérieur de n'importe quel diélectrique, hein, non métallique. Vous pouvez pénétrer à travers les feuillages. Vous pouvez pénétrer à l'intérieur, à travers les murs, si tant est qu'il n'y ait pas trop de métal à l'intérieur, et voir, par exemple, à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce. Vous voyez ici un écho fixe qui a été déterminé à travers un mur relativement épais à travers du béton entre 0,5 et 2 GHz. C'est un travail que l'on développe notamment avec l'équipe de Matthias Fink qui va utiliser le retournement temporel pour extraire de l'information de ces signaux qui sont quand même extrêmement complexes. Je termine par un autre développement, puisqu'il me reste 2 minutes, le microdoppler. Microdoppler qui est là aussi quelque chose d'avenir. Je vous avais dit que lorsque vous aviez un objet qui était massif, qui était non déformable, qui se déplaçait à une certaine vitesse, ceci conduisait à un déplacement fréquentiel qu'on appelle le déplacement Doppler, à une fréquence très précise qui est donnée par la vitesse de déplacement de la cible. Il est évident que si la cible se déforme ou si elle est faite de plusieurs parties qui tournent à des vitesses différentes, ici c'est 0 km/h, qui se déplacent par rapport au détecteur à des vitesses différentes, 0 km/h ou 80 km/h, eh bien vous allez couvrir au lieu d'avoir une fréquence très précise, vous allez avoir un contenu spectral du Doppler qui va vous permettre de savoir si vous avez affaire à un homme qui court ou à un cycliste ou un hélicoptère. Alors je vais vous donner ici un homme qui marche avec vigueur. Vous allez voir donc un spectre de microdoppler, c'est-à-dire on va observer quel est le contenu spectral qu'émettent ces deux personnes, parce qu'il y en a deux. Vous voyez ici que par exemple sa tête se déplace avec un décalage fréquentiel précis, c'est-à-dire que sa tête va à une vitesse très précise, alors que ses jambes, qui ont une certaine longueur, se déplacent avec des vitesses fort différentes. C'est ce que vous allez voir ici. Alors, voir des personnes qui se déplacent, ce n'est pas passionnant, mais en revanche, voir le spectre de microdoppler, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez bien les têtes et les jambes, et vous voyez bien qu'avec ce genre de choses, on va être capable de détecter des choses beaucoup plus informatives que ce qu'on faisait à l'heure actuelle. Le point essentiel, c'est qu'il faut que le radar soit numérisé, parce que la quantité d'informations est vraiment très importante. Voilà, j'ai 2 transparents pour vous dire comme je vous avais dit tout à l'heure, le radar a tendance à migrer de ces fréquences électromagnétiques vers les fréquences optiques. Et on assiste de plus en plus à un couplage multi-ondes entre les radars et les lasers. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais pour vous dire que l'utilisation des lasers comme source radar commence à voir le jour. Évidemment, les problèmes de cohérence sont terribles, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des cohérences avec les lasers qu'on en a avec les radars. Et puis, les points essentiels, le dernier point, qui est les térahertz. Je vous l'ai dit, il y a un gap il y a une terra incognita entre le visible, l'optique usuel et les micro-ondes, ce qu'on appelle le domaine des térahertz, téra pour 10 puissance 12. C'est un domaine qui a peu été exploré, notamment parce que, je vous le rappelle, la portée atmosphérique est extrêmement faible. Mais là aussi, ça permet de faire des choses tout à fait étonnantes, puisqu'on a affaire à des ondes qui ont typiquement des longueurs d'onde de l'ordre de quelques millimètres, et que ces longueurs d'onde peuvent donc pénétrer à l'intérieur de diélectriques qui font plusieurs millimètres, comme, vous voyez ici, un journal qui cache une arme, ou à l'intérieur d'un colis postal, et reconnaître par spectroscopie de la drogue ou de l'explosif. Voilà, j'ai donc fini. Vous avez dû constater que j'ai été un peu rapide, mais pour ça, cette première phrase vous explique pourquoi. Hein. Le radar continue à occuper quelques dizaines de milliers de personnes par an, de par le monde, depuis 50 ans, donc ça fait beaucoup de travail. L'avenir du radar est numérique. Je ne vous ai pas parlé d'un élément clé qui est le convertisseur analogique digital, qui est un composant clé de l'évolution du radar. Il y a convergence multi-ondes entre le radar et l'optique, avec migration de concepts.
Et puis, le traitement du signal va continuer à faire des progrès très importants, difficilement quantifiables, mais très importants, avec le retournement temporel, le filtrage particulaire, ainsi que le traitement de l'information, qui joue un rôle tout à fait fondamental, comme pour la fusion de données, mais que je n'ai pas le temps d'exposer maintenant. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, j'ai pris 3 minutes de plus.